Le syndrome du bébé secoué, c'est un de ces diagnostics où chaque seconde, littéralement, peut changer le destin d'un enfant. C'est une urgence absolue que tout professionnel de santé doit avoir en tête pour pouvoir agir à temps. Allez, mettons-nous en situation. Un nourrisson arrive aux urgences, il est léthargique, le contact est mauvais, et l'histoire que racontent les proches est floue, pas claire. C'est exactement le genre de scénario où tous les voyants doivent passer au rouge. Ici, le doute n'est pas permis, la suspicion doit être maximale. Bon, pour y voir clair, on va décortiquer tout ça ensemble. On va commencer par définir le syndrome, puis on verra les signes qui doivent nous alerter. Ensuite, on parlera de la fameuse triade diagnostic. Après ça, la prise en charge d'urgence. Et on terminera sur le rôle, la responsabilité, qui est bien plus large qu'on ne le pense. Parfait. Commençons par le commencement. Pour bien le reconnaître, il faut d'abord comprendre de quoi on parle exactement. Qu'est-ce que c'est le syndrome du bébé secoué et comment les lésions se produisent-elles ? La définition est sans équivoque. On parle d'un traumatisme crânien qui est infligé. Ce n'est pas un accident. Le mécanisme, c'est ce secouement violent qui peut aussi être associé à un impact. Et ça concerne surtout les nourrissons de moins d'1 an parce que leur tête est proportionnellement très lourde et leurs muscles du cou sont encore très faibles. On a bien identifié certains facteurs qui augmentent le risque. Être un petit garçon, un bébé prématuré, un isolement social des parents ou des problèmes familiaux comme la toxicomanie. Mais, et c'est le point le plus important, ça peut arriver absolument partout, dans n'importe quelle famille. La vigilance, elle, doit être universelle. Passons maintenant aux signes cliniques. Et là, ça se complique parce que les symptômes peuvent être très variés et parfois même carrément trompeurs. Il faut savoir lire entre les lignes. Le tableau clinique est vraiment très large. Ça peut aller de signes très discrets, une simple pâleur, un bébé qui change de comportement, qui mange mal, des choses qui peuvent passer inaperçues. Et à l'autre bout du spectre, on a des signes d'hypertension intracrânienne très bruyants, des vomissements, des convulsions, et ça peut aller jusqu'au coma. Et voilà, le signal d'alarme numéro 1. Celui qui doit absolument faire tilt. C'est ce décalage total entre la gravité de ce qu'on observe chez l'enfant et l'histoire qu'on nous raconte. Une histoire absente, qui change ou qui ne tient tout simplement pas la route. C'est ce décalage qui doit faire évoquer le diagnostic immédiatement. Alors, l'examen clinique doit être ultra méticuleux. On cherche d'autres traces, des bleus, des ecchymoses, et surtout, on se concentre sur l'examen neurologique. On palpe la fontanelle, est-ce qu'elle est bombée ? On mesure le périmètre crânien, est-ce qu'on voit une augmentation brutale sur la courbe de croissance ? Ça, c'est un signe d'hématome qui se développe. Bon, on a une forte suspicion. Comment on confirme le diagnostic ? Eh bien, la réponse, elle tient en 3 mots. La triade diagnostique. C'est une association de signes tellement spécifiques qu'elle est la véritable clé de voûte du diagnostic. Attention, cette triade, ce n'est pas juste une liste de symptômes au hasard. Non, c'est vraiment l'association de 3 lésions bien précises qui sont la conséquence directe du secouement. Et quand on a ces 3 éléments sans autre explication valable, le diagnostic devient quasi certain. Alors, quels sont ces 3 piliers ? D'abord, l'hématome sous-dural. On le cherche avec un scanner cérébral sans injection. Il est souvent multiple. Ensuite, les hémorragies rétiniennes. Pour ça, il faut faire un fond d'œil et ce qu'on voit est typique. Elles sont nombreuses, étendues. Et le 3e pilier, on en a déjà parlé, c'est l'histoire qui ne colle pas. Il n'y a pas d'explication cohérente pour des blessures aussi graves. Une fois que le diagnostic est posé ou même juste fortement suspecté, il n'y a pas 1 minute à perdre. La prise en charge doit être immédiate. On est face à une urgence neurochirurgicale absolue. Chaque minute qui passe, c'est le risque de lésion cérébrale irréversible qui augmente. Le pronostic, que ce soit pour la vie de l'enfant ou pour ses séquelles futures, dépend directement de la vitesse à laquelle on va agir. La prise en charge, elle, est très cadrée. Direction les soins intensifs pédiatriques, c'est obligatoire. On appelle immédiatement le neurochirurgien et en attendant son avis, on stabilise l'enfant. S'il convulse, on traite avec des antiépileptiques. On gère l'hypertension intracrânienne et en parallèle, on lance le bilan complet pour être sûr de ne rien manquer, une IRM cérébrale, des radios de tout le squelette pour chercher d'autres fractures et un bilan sanguin complet qui inclut l'hémostase. Dans les cas les plus graves, quand la vie de l'enfant est menacée par un engagement cérébral, le neurochirurgien peut décider d'un geste en extrême urgence, la ponction sous-durale. Le but, c'est d'aller évacuer l'hématome pour faire baisser immédiatement la pression sur le cerveau et le sauver. Et maintenant, parlons d'un aspect qui est tout aussi fondamental. Notre responsabilité ne s'arrête pas aux soins médicaux. Elle va bien au-delà. Quand on a une suspicion, notre rôle est triple. D'abord, tout documenter, de manière hyper précise, factuelle, chaque observation, chaque parole. Ensuite, on a une obligation légale de signaler. En France, on fait ce qu'on appelle une information préoccupante à la CRIP. Le secret médical est levé dans ce cas de figure. Et enfin, bien sûr, il faut coopérer avec l'enquête qui va suivre. Mais soyons clairs, l'objectif final, c'est que ça n'arrive jamais. La prévention est la clé.
Ça passe par éduquer les jeunes parents sur le danger mortel de secouer un bébé. Ça passe par leur donner des clés, des stratégies pour gérer les pleurs incessants. Et ça passe par leur rappeler qu'il faut demander de l'aide avant d'être totalement dépassé par le stress. Cette phrase, elle résume tout. Le bébé, la victime, ne peut pas parler. Il est totalement silencieux. Son sort dépend entièrement de notre vigilance, de notre capacité à douter et de notre courage à agir. C'est nous qui pouvons faire la différence entre un drame absolu et une chance de s'en sortir. On termine avec une question un peu plus large. Au-delà de notre rôle individuel en tant que soignant, comment est-ce que nous, en tant que système de santé, on peut mieux organiser le soutien aux jeunes parents pour prévenir ces drames à la racine ? C'est une réflexion qui est absolument essentielle pour l'avenir.